Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Glohagen, Chief Information Officer du groupe Generix. Yannick, c'est un parcours singulier et inspirant. Ancien militaire, sapeur-pompier, autodidacte, devenu CEO, il a traversé 3 mondes que tout le monde oppose. La défense, le secours, la technologie. Et en a tiré une même philosophie, le collectif avant tout. Il a appris la rigueur sur le terrain, le sang-froid au feu et la confiance en construisant des équipes internationales capables de faire tourner chaque jour les systèmes qui font vivre des milliers d'entreprises. Aujourd'hui, il incarne une idée simple mais puissante. Les technologies connectent les machines entre elles, le leadership connecte les humains. Donc bonjour Yannick. Bonjour Annelle. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de tes 3 transformations clés qui vont nous permettre de structurer l'échange d'aujourd'hui ? Ouais, on en avait parlé lorsqu'on a préparé ce rendez-vous. Finalement, j'avais pris mon parcours de vie comme point de référence. Donc, il y avait mon enfance et notamment cette notion, cette relation avec l'étranger. Il y a eu ensuite cette partie plutôt brève quand même de ma carrière en tant que militaire, mais qui est en lien avec mon enfance. Et puis finalement, le fait de pouvoir sauter dans le grand bain de l'IT, dans lequel j'exerce depuis maintenant quelques années, et avec les transformations qui y sont associées. Ouais, quand on a pu échanger, c'est vrai que j'ai trouvé très inspirant ton parcours. C'est rare d'avoir un parcours aussi diversifié, en étant autodidacte, en ayant fait plein de choses. Donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Pour ta première transformation, enfin en tout cas élément clé qui t'a permis de transformer et d'être la personne que tu es aujourd'hui, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as appris et quels sont un peu ces éléments de vie qui te portent aujourd'hui et ont construit un peu ta carrière? Généralement, on dit souvent on est la somme de nos rencontres ou de nos expériences. D'abord, ma première rencontre, c'était mes propres parents qui ont fait que j'ai eu la chance incroyable de pouvoir vivre de longues années à l'étranger. Dans toute mon enfance et adolescence, en fait, j'ai recalculé la moitié de temps où j'étais à l'étranger. J'ai eu la chance de vivre à Madagascar, qui était le premier pays étranger, le Maroc, l'île Maurice, alors avec le côté très carte postale d'un côté, puis finalement quand tu vis sur place, c'est pas exactement la même chose. Il y a eu le Nigeria également qui a beaucoup marqué pour moi, puisque c'était le dernier poste auquel j'ai suivi mes parents, et avant de rejoindre ensuite la France pour une autre aventure. Tu me posais la question de ce que j'en ai retiré. D'abord, les rencontres. J'ai pas eu la chance peut-être d'avoir des relations stables sur la durée. J'ai pas vécu plus de 3 ans dans un même lieu. Par contre, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer plein de personnes. Et ce qui est extraordinaire, pour te raconter une anecdote, c'est qu'il y a peu de temps, par le biais des réseaux sociaux, quasiment 30 ans plus tard, quelqu'un prend contact avec moi en me disant « Tu ne serais pas ce Yannick-là » Et puis je dis « Si ». Et puis j'avoue que moi, je ne me souvenais pas de son prénom, de son nom. Et c'est lui qui a resitué quand est-ce qu'on s'était vu, à quel moment et tout ça. Et ça, c'est pas mal pour ça. Les réseaux sociaux fait que je retrouve finalement des gens 30 ou 40 ans plus tard. Donc... les gens, et je pense les rencontres qui étaient associées, si je peux répondre à la question. Ouais, et donc du coup, en fait, t'es né à l'étranger ? Moi, je suis né au Maroc. Je suis né à Marrakech. J'ai vécu les 3 premières années de ma vie à Marrakech. Mon père était militaire et ma mère était infirmière à l'hôpital français. Et on est rentré en France, j'avais l'âge de 3 ans. On a vécu quelques années en France. J'ai eu la chance de vivre dans l'Est de la France. Ma sœur est née. Ensuite, un bref temps à Bourges, puisque mon père, entre l'armée et ensuite le ministère des Affaires étrangères, il passait par l'aérospatiale. Et puis il nous a embarqués un matin en nous disant « Ça vous dirait pas Madagascar ?» On a fait « Ouais ». On voyait une île 2 fois plus grande que la France et on a sauté le pas. Ma sœur avait 8 mois quand on est parti là-bas. Et c'était une aventure vraiment extraordinaire. Ouais, donc c'était une aventure familiale. C'était une aventure familiale. Et déjà le collectif, en fait, si on peut... oui, complètement. Dès le début, dès le début de ta vie, c'était collectif avant tout. C'est ça. Et puis vraiment faire découvrir que ce soit de la culture, que ce soit de la nourriture, mais que ce soit des habitudes de vie, la notion de respecter les autres. Donc moi, j'avoue que ça a été ultra enrichissant. C'est pour ça que quand je t'ai parlé de cette tranche de vie, je voulais un petit hommage à mes parents. Mais il y avait le fait que je crois que c'est ça qui a forgé ensuite ce que j'ai aimé faire, le fait peut-être d'avoir envie, pas tant de voyager, mais de rencontrer les autres. Et puis aussi le côté un peu débrouillard, de façon très claire. J'ai pas eu un parcours scolaire... avec un gros niveau d'excellence, lui notamment le fait de devoir prendre des cours par correspondance dans certains cas. Je pense que j'étais pas fait pour ce mode-là, de façon claire. Et c'est ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, en fait, j'étais au Nigeria.
Et le jour de mes 18 ans, l'anecdote, c'est que j'ai dit avec beaucoup d'humour à ma mère, on dit on va arrêter toute forme de collaboration. Et j'ai pris un billet d'avion, je suis rentré en France le jour même. Et je me suis dit que je voulais travailler, je voulais rentrer dans la vie active. Sauf que le modèle qui était le mien, mon père, qui a été militaire pour moitié, fonctionnaire pour l'autre moitié, avait beaucoup de choses comme valeurs, notamment le travail, l'excellence et autres. Et je me suis dit, comme je n'avais pas de diplôme, je ne savais pas par quoi commencer, bien que j'étais passionné d'informatique, je me dis, c'est l'armée, ça va être le côté facile. À l'époque, l'avantage, le service militaire existait encore. Et au lieu de faire le service militaire traditionnel qui devait être de 10 mois dans les dernières années de contingence, j'ai fait un volontariat à service long. Okay. Ouais, donc du coup, en fait, il n'y avait pas de lycée français dans les pays où tu allais? Tous non, mais il y avait des lycées français. Okay. Mais il y avait le lycée français avait l'avantage d'avoir le côté francophonie. Mais par contre, en termes de culture, ça embrassait tous les pays qui sont souvent représentés dans ces pays, que ce soit des enfants en local ou des personnes immigrées de type qui travaillaient dans les ambassades. La francophonie ou les lycées français ont beaucoup de succès à l'étranger, en tout cas à l'époque. Et ce qui fait que le fait d'y être... te baigner dans une culture véritablement pluridisciplinaire avec des gens de tous les horizons. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc tu as dû développer aussi ta capacité d'adaptabilité, je suppose, non, de la différence, les personnes de cultures différentes. L'acceptation. L'acceptation, en fait, ça n'a jamais été une question. Pour le coup, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours été élevé comme ça. De ce fait, quelque chose qui est peut-être plus difficile à appréhender quand tu vis toujours au même endroit, et quel que soit le pays, je pense, ou le point de géographie. Dans mon cas, c'était un mode de vie. Donc ouais, en fait, tu es né avec le changement, c'était intrinsèque à toi. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, combien de pays tu as fait en 18 ans? En 18 ans, j'en ai fait 6. C'est ça, j'en ai fait 6. Ouais. Et j'ai vécu, c'est ça, de la moitié en France et la moitié à l'étranger. En France, pareil, j'étais en France, comme je te disais, dans l'est de la France, à Bourges. Ensuite, je suis rentré entre Madagascar et l'île Maurice. Je suis passé par une école d'institution militaire pendant 2 ans. J'avais une forme de redressement en disant j'avais certainement pas pris le bon pli. Et mon père m'avait dit écoute, à un moment donné, ta scolarité est importante, le travail aussi, l'attitude c'est bien, mais à un moment donné, donc j'ai fait 2 ans comme ça m'a permis véritablement de me remettre dans le droit chemin, et puis ça m'a aussi apporté une autre expérience, vivre loin de ses parents, vivre en communauté, et là pour le coup en pension complète, donc ce qui intègre les périodes de vacances, les périodes de week-end, donc tu développes d'autres choses, la camaraderie, ça c'est sûr. C'est là où j'ai eu l'occasion, je te disais, je suis passionné d'informatique. Informatique depuis, je crois que ma première relation avec un ordinateur, alors ça faisait des Atari ou des Amstrad CPC 6128, je vais avoir 7 ou 8 ans. Et je savais que je serais passionné, j'étais passionné par ça et tout ça. Et donc là-bas, tu en as fait un peu d'informatique? Oui, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'école ou il n'y avait pas de cours, mais de par mon contexte de vie sociale, j'avais accès quelque part. J'avais des amis de mes parents qui avaient un ordinateur, je pouvais assurer, je pouvais passer ma soirée, mon week-end chez eux. L'ambassade aussi, dans laquelle je pouvais traîner, c'était un lieu propice à la découverte. Et l'école militaire où je suis allé, en fait, c'était les premières années d'informatisation des cursus, même dans l'éducation nationale. Et l'école s'est dotée à ce moment-là d'une dizaine de PC. Et il n'y avait pas de prof d'informatique. Moi, je devais avoir 13 ans. Et comme j'étais déjà passionné par ça, je devais au moins savoir ce qu'était un Windows, les premières versions de Windows. L'Excel ne s'appelait pas Excel, il devait s'appeler Multiplan. Et puis, on devait faire, je sais pas, ça devait être du Turbo Pascal, Basic et Turbo Pascal. Et en fait, comme j'étais passionné par ça, la directrice de l'école avait repéré qu'elle voulait bien un coup de main pour mettre en œuvre le système d'administration de l'école, puisqu'il passait d'un monde très papier. C'est même pas un site internet, c'était l'administration. Mais voilà, c'est ça. Et donc, je tirais avantage de pouvoir filer des coups de main à l'administration de l'école, ce qui faisait que j'avais la clé de la salle d'informatique. Tu voyais les notes de tout le monde, je suppose. Alors oui, l'anecdote est vraie. L'anecdote est vraie. Alors, j'ai pas fait Wargames, j'ai pas changé les notes de qui que ce soit, parce que je pense qu'il y avait de toute façon un contrôle. Mais oui, il y a eu ce petit côté-là. En tout cas, je les ai vus, ça c'est sûr. Ouais, ok, cool. Donc du coup, alors bon, t'étais passionné d'informatique, et après tu rentres en France. Je rentre en France, donc le jour de mes 18 ans, quelques jours après, donc je rentre dans la Marine nationale. Alors j'avais choisi le corps de la Marine, mon père avait fait l'armée de l'air.
Il m'avait juste fait la promesse de jamais faire l'armée de terre, certainement trop dur pour moi peut-être. Et j'ai fait la marine, mais alors sans conviction au détail que les pays dans lesquels j'ai voyagé, il y avait toujours la mer ou l'eau, pas très loin, et je me suis dit ça doit être un corps qui m'intéresse. Il y avait peut-être la notion de voyage aussi qui continuait à perdurer au travers de ça. Puis parce que je pense que si j'avais choisi l'armée de l'air, le seul métier qui pouvait m'intéresser dans cette famille-là, c'était de devenir pilote. Par contre, je savais que par mon niveau d'études et ma myopie, ça allait pas le faire. Mais comment ça se passe en fait ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu veux y aller, tu te dis ok, j'y vais, je veux intégrer les armées. C'est ça. Et donc tu passes un concours ? Non, parce que comme c'était le service national, l'avantage c'est que j'ai juste devancé. Par contre, tu passes comme je faisais un volontariat service long, il te fallait choisir un métier en cohérence avec la durée, puisque l'armée investit sur toi quand même parce que tu vas y rester 2 ans. De ce fait, il y a une notion de retour sur investissement. Et donc, je savais que c'était la marine. Je ne savais pas encore quel métier au sein de la marine. La marine, il doit y avoir une 40aine de métiers faciles sans rentrer dans toutes les subdivisions. Et là, j'avais que 2 qualités à l'époque. C'était le sport. J'étais plutôt avancé dans ces parties-là. Soit mon envie d'aider les autres. Et en fait, au départ, le major, donc c'était du côté de Hourtin, dans lequel on passe 3 jours. Et puis là, très rapidement, on va te faire tes vaccins, on va te faire des tests psychotechniques et autres. Puis à un moment, on va commencer à te charger. T'as la catégorie des métiers que tu pourrais occuper. Et il place évidemment au premier fusilier marin commando. Donc là, je comprends tout à fait à peu près le métier. Et en deuxième, un guetteur sémaphorique. Un guetteur sémaphorique, c'est une partie des missions de surveillance du littoral. Il n'y a pas de corps de type garde-côte comme aux États-Unis ou autres. On n'a pas une armée dédiée à ça. En fait, c'est le concours de 3 métiers, à savoir les douanes pour toute la partie surveillance en entrée des eaux territoriales et des trafics. On va avoir la marine nationale pour tout le sauvetage en mer à partir des 300 mètres jusqu'aux eaux territoriales, et puis les communautés de communes du littoral jusqu'aux 300 mètres. Et donc, guetteur sémaphorique, c'était ça. Et donc, en fait, mais il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers. Mais guetteur sémaphorique, c'est une fonction dans laquelle tu incarnes un poste. Tu es en poste isolé. Déjà, tu n'es pas dans une base. Ça veut dire que tu te retrouves dans un poste, on est une dizaine par sémaphore. Et très souvent à côté des phares, ces postes existaient, et dans lequel tu entretiens une veille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du littoral. Et c'est exactement comme dans un bâtiment de guerre. Tu fonctionnes avec une journée de garde, donc elle dure 24 heures, tu as des quarts, donc tu fais 8h, midi, 16h, 20h, et ensuite minuit, 4h. Celui-là, c'était mon préféré. Et tu concours véritablement à la surveillance, au sauvetage en mer, à la coordination des secours et tout ça. Le lendemain, tu as ensuite une journée de corvée, tu entretiens Mais quand tu surveilles, ça veut dire quoi ? Tu es derrière des... T'es derrière un radar, tu es derrière une VHF, tu es en poste un peu comme... à hauteur similaire d'un phare. Le bâtiment est un tout petit peu moins haut, mais tu as une surveillance 360 sur le littoral et sur la forêt également, parce que moi j'étais en plein milieu de la Palmyre, à côté de Royan, et donc tu concours également l'été à la surveillance des feux de forêt. Et donc là aussi, tu devais être un peu IT, alors non ? Enfin, tu touchais un peu la tech, parce qu'avec les radars et tout ça... Alors il y avait ce côté-là, c'était plutôt l'électronique. Par contre, l'anecdote, c'est que pendant ces 2 années-là, on a eu la modernisation et la partie transformation du réseau Atlantique, où il y a eu les premiers Macintosh de l'armée déployés. Et quand le technicien est venu installer le nôtre, en fait, je me suis vachement intéressé. Le major était là, il me dit, mais tu sais qu'il faut faire tous ceux qui sont jusqu'à Bayonne. J'ai dit, je veux bien aider. En fait, comme ça, j'ai concouru pendant 3 semaines, 1 mois, informatisé de Royan jusqu'à Bayonne, les sites de la Marine nationale. Ouais, donc ça veut dire, via l'armée, tu as un peu touché peu à la tech, l'électronique. Ouais. Et, et donc là, si on parle un peu de l'armée, comment ça s'est passé, c'est vraiment un cadre qui est vraiment très collectif, c'est vraiment le collectif avant tout, et ça a cultivé peut-être d'autant plus... ton esprit très collectif, managérial, etc. Bon, on va en parler après, mais c'est vrai que quand on avait échangé ensemble, j'ai senti que c'est vraiment un élément fort et très important pour toi. Ouais, en fait, il y avait 2 types de postes dans l'armée, donc les postes en base, et dans lequel et le collectif et le hiérarchique sont omniprésents et essentiels à la cohésion et tout ça, et les postes isolés, dans lequel le nombre d'acteurs est beaucoup plus petit, puisque là on était une dizaine à peu près à vivre H24 ensemble, à partager des éléments de vie, et vraiment pour le coup pendant 2 ans ça devient ta famille professionnelle, ces gens-là. Et donc ça faisait partie des choses qui me plaisaient dans ce job,
L'autre sujet, je pense que c'était la rigueur. J'allais t'en parler d'ailleurs, la rigueur, parce que c'est dur. Enfin, en fait, quand on parle avec on a l'image d'un militaire, quelqu'un de très rigoureux, un peu froid, très carré. Donc je pense que t'as dû énormément apprendre. C'est quoi le revers de ça, le côté positif et les revers de tout ça? Le revers, c'est le fait que l'armée t'impose d'un cadre et dans lequel tout est codifié. Ça, par contre, alors c'est extrêmement efficace. Je te parlais notamment le fait de devoir s'entraîner de manière régulière pour le jour J, ne plus être en mode quel est le processus qu'on t'a appris, mais finalement faire appel un peu à ton cortex cérébral droit, qui est les fonctions reptiliennes, et en disant ça devient un automatisme. Donc ça t'apprend ça. Tu réfléchisses pas. Tu réfléchis le moins. Et en surtout, cas de stress, tu sais quoi faire et la part émotionnelle, elle impacte moins en fait, nos prises de décision. Tu as employé le mot stress justement, c'est comment éviter que le stress vienne te submerger et faire en sorte que ce que l'on t'a appris, tu deviennes soit plus humain, donc plus perfectible. Donc ça, l'armée t'apprend ce cadre-là à évacuer le stress immédiatement. Tu peux l'avoir après éventuellement. Mais tu l'évacues, tu le ressens quand même ou tu le ressens pas? Pas sur le moment. Non, en fait, plus l'enjeu est important. Moi, je me souviens on parlait de sauvetage en mer, j'ai pas eu à gérer des choses dramatiques. Par contre, pas dramatiques sur un plan humain, plus des fois sur des notions écologiques. Un bateau qui vient à s'échouer, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Mais à ce moment-là, ton stress naturel peut apparaître. Par contre, l'armée t'apprend à ne pas le subir. Le fait de dire à partir de là, tu passes en mode conditionné, tu appliques des procédures, tu les as répétées, tu sais comment agir. A posteriori, après, tu fais un peu le bilan de ces journées un peu tendues, un peu fortes, chargées émotionnellement. Et puis tu en fais le recueil, et puis tu apprends à vivre avec. Mais comment tu apprends ça? Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je suis chef d'entreprise, je suis la CEO de Clos Academy, et c'est vrai que monter sa boîte, c'est roller coaster. Ça veut dire que c'est des up and down toute la journée. Et c'est vrai que cette part émotionnelle, c'est dur de prendre la distance tous les jours, tout le temps, sur sur tes activités, sur des choses que tu peux pas contrôler. Et donc, c'est les process qui sont mis en place qui fait que, en fait, t'as étape par étape, t'as telle action que tu dois faire, les unes après les autres, qui font que du coup, tu laisses pas la place à tes émotions ou t'apprends à les gérer. Et donc, par exemple, tu vis le stress, mais t'apprends à prendre la distance. Je pense qu'il y a 3 choses. Tu as cité les process indéniablement. Le process permet de codifier quelle réaction est adaptée à quelle situation. Le deuxième, c'est la hiérarchie. Et après, on peut traduire dans un univers d'entreprise privée par le management et autres. Mais la hiérarchie est clé et surtout son respect et à quel moment elle s'active et comment elle s'active. Ok, mais donc du coup, la hiérarchie, comment ça peut... le fait qu'on te dise « fais telle tâche » ou que tu vois que ton supérieur hiérarchique... calme, c'est ça qui permet de prendre la distance. Ça veut dire que c'est de les voir, prendre la distance, et donc du coup, toi, instinctivement... Je pense qu'il y a déjà le fait par mimétisme, les officiers ou sous-officiers, eux sont formés pour ça, justement. Gérer des hommes ou gérer des femmes, gérer des situations humaines ou gérer des situations complexes. Eux sont formés à ça. Et toi, quand en l'occurrence, quand moi je suis rentré, j'étais simple soldat. En l'occurrence, et ensuite, je suis sorti au bout des 2 ans sous-officier. Finalement, t'apprends au travers de tous les jours ta façon, ta posture et tout ça. Donc, ça, tu l'apprends. En plus, je me disais jeune, j'avais 18 ans. Donc, en fait, c'est des rôles modèles, en fait. Bien sûr. Tu avais tes rôles modèles, et c'est via ces rôles modèles que... Comme ils avaient le sang-froid, toi, instinctivement, tu l'avais aussi. C'est exactement ça. Et puis, il y a cette sélection, je te dis, parce que c'était des gens... à l'époque, il y avait un mixte entre le service national et donc des non-professionnels avec des professionnels d'encadrement. Et eux étaient formés à ça. Et comme quoi, il est important de se dire, il y a des choses avec lesquelles tu viens, il y a l'instinct, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre à quelqu'un, malgré, j'allais dire... pour y mettre beaucoup d'énergie en formation. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour manager. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour encadrer. À l'inverse, il y a des gens qui acceptent l'encadrement ou qui ont besoin de l'encadrement. Je pense que l'armée a une notion, comme les entreprises, une notion de sélection, et qui sait trouver le job le plus adapté selon les personnes à eux. Et je pense que c'est ça la force de l'armée, en tout cas pour l'expérience que moi j'ai vécue. Ça paraissait intuitif. Ouais. Et donc, tu parlais qu'il y avait 3 éléments clés. Donc, tu avais le process, la hiérarchie, et le troisième... Le collectif. Le collectif. Je dis, tu vis avec ces gens-là. C'est pas un job
que tu fais de 8h à 17h, non, tu vis, tu manges Et avec eux. le fait de vivre avec des gens que tu côtoies tous les jours, ça te permet de prendre la distance sur des moments un peu plus stressants. Ils te connaissent tellement bien que donc du coup vous entraidez, c'est ça? Un peu toi, je te suppose, tes proches autour de toi, dans ton aventure entrepreneuriale, qui peuvent t'envoyer de temps en temps des conseils en disant certainement moins. Mais c'est ça, on a besoin de 360, on a besoin surtout qu'on a besoin qu'on a confiance dans les gens. Des gens qui viennent te parler ou te donner un conseil que tu connais pas, je pense qu'il y a une forme entre guillemets un peu inerte du conseil, t'en fais ce que tu veux. Les gens qui comptent pour toi ou des gens qui sont à tes côtés du matin au soir, ça a plus d'importance pour toi. Ouais. Et tu as une anecdote un peu folle que tu as vécue justement avec cet esprit collectif ou un élément un peu stressant et le collectif t'a permis de vaincre ou de surmonter. Alors, il n'était pas alors c'était pendant cette période et c'était avec ces gens-là, mais c'était pas dans le cadre de la mission. Okay. C'était très clairement un soir de repos parce qu'on était les fameux marins du côté de la Palmyre. On était connus des gens en local, souvent parce qu'en plus on était habitants l'hiver, donc autant la population l'été fait x20, autant l'hiver, tu connais absolument tout le monde. Le zoo de la Palmyre, c'était les soigneurs qu'on connaissait, où on allait voir. L'anecdote, ça a été en plein été, en fait, tout simplement une femme qui était en train d'accoucher je crois que c'était un été de Coupe du Monde. Et en clair, on était les gars juste à côté qui avaient la confiance entre guillemets des habitants qui nous ont appelés en disant jamais les pompiers vont arriver en temps et en heure, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On a juste mis en sécurité la femme, on a mis en condition. On a appliqué les process que on tu a avais appliqué appris. les process, on a attendu des collègues pour le coup, parce que quand tu vis dans ces moments, moi j'avais été en plus comme je passais mes hivers là-bas, je m'étais inscrit à la SNSM, donc j'étais sauveteur en mer au sens volontaire. Donc tu côtoies finalement tous les gens qui concourent au service civil. Et donc finalement, on savait déjà un peu ce qu'il fallait appréhender, faire. On a appelé l'hôpital. Et ça, c'était ça parce qu'on l'a vécu ensemble. Et je me souviens que le lendemain, la mère de la femme en question est venue nous remercier tout simplement à la base. Et est-ce qu'elle a appelé son fils son fils porte l'un de vos noms, même Alors, pas? je t'avoue qu'on n'a pas été vérifié, mais non, je ne crois pas du tout. Ok, donc du coup, donc tu finis ton expérience de 2 ans à l'armée. Et pourquoi tu quittes? Pourquoi tu voulais pas continuer ta carrière? Alors, pour 2 raisons. Pour le coup, l'informatisation que tu évoquais fait que ces postes-là, aujourd'hui, ne sont plus occupés par des humains. Ce sont des radars qui sont pilotés à distance. En fait, maintenant, il y a 2 centres de secours, notamment pour la région atlantique. Il y a il y a l'un des CROSS qui est le plus important, qui a la capacité, finalement, de capturer toutes les images radars et toutes les antennes VHF de l'ensemble du littoral. Donc, il n'y a plus la nécessité. Il y a des caméras également, avec, je suppose maintenant en 2025, des capacités de détection par de l'IA sur des événements comme des fusées rouges jaunes. Donc il n'y a plus cette nécessité de la présence humaine qui existait il y a 30 ans. Donc ça, c'était la première raison, on voyait se dessiner ce truc-là. Et donc du coup, là, cette entité, elle a été fermée. C'est ça, exactement. Et même le sémaphore pour lequel j'ai habité pendant ces 2 ans, en fait, il a été complètement détruit. Il a été rendu à la nature, puisqu'en fait, il avait été construit sur un ensemble low cost de l'armée, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, avec une grande tour et tout ça. Et il y a une quinzaine d'années, la Marine nationale a fait fermer ce site et l'a complètement détruit pour rendre la nature, reprendre ses droits. Et donc, une fois que j'avais pressenti que c'était pas quelque chose sur la durée, moi j'étais passionné d'informatique et l'anecdote c'était 1 an après, j'avais été pompier volontaire. Donc ça veut dire que tu quittes. Ouais, je quitte. Et tu deviens pompier volontaire. Je deviens pompier volontaire. Je rejoins Brive-la-Gaillarde pendant l'hiver, je retourne à Royan pendant la saison d'été. Et cette saison-là, en fait, un ami d'enfance, Stéphane, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'email. La seule façon de contacter quelqu'un, c'était d'avoir son numéro de téléphone fixe, sauf que je n'avais pas. Je vivais, pour le coup, chez des amis à Royan, qui étaient pompiers. Et la seule chose qu'il savait de ma mère, c'était il est pompier à Royan. Une fois que je t'ai dit ça, en fait, il est allé à Royan, il est allé à la caserne, il a débarqué, il a dit, est-ce que vous connaîtriez Yannick? Oui, Yannick, il dort, il a travaillé cette nuit. Mon pote l'a amené à la maison, il me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, et je tombe sur Stéphane. Et donc, au-delà des embrassades, au-delà de la joie de le revoir, ça faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. C'est en quelle année? J'avais 21 ans, donc 75, 85, 95, 96. Donc même en 96, on n'avait pas de moyen de s'appeler. Non, il n'y avait pas ça. Et donc, il me dit, écoute, je ne sais pas comment tu vas faire, sans diplôme, pour rentrer dans une boîte,
mais monte à Paris. En clair, il m'a dit, monte à Paris, je ne crois pas que tu aies meilleure chance de trouver dans la voie que tu as envie d'affectionner. Et donc, il m'a fait monter à Paris. Quand je dis il m'a fait monter, on a vécu en colocation à l'époque ensemble. Il m'a hébergé chez lui. Et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à retrouver des jobs. Alors au départ, dans les fonctions que je connaissais, tout ce qui était sécurité, incendie et tout ça. Et puis, grâce à ça, là, pareil, l'anecdote est un peu dingue. C'est qu'un jour, je suis allé dans la boutique dans laquelle il travaillait. Il travaillait à Gennevilliers, une boutique d'informatique, une toute petite entreprise. Mais alors, justement, c'est ça que je me pose la question. C'est-à-dire que tu avais l'habitude de travailler en équipe avec un gros collectif. Ouais. Donc, dans l'armée, les pompiers, enfin, franchement, l'image que j'en ai aussi, c'est collectif avant tout. C'est ça. Et là, tu arrives dans une boutique avec combien de personnes ? Il y avait 7 personnes. Quand même. Il y avait 7 personnes, mais il y avait 7 personnes dans la société. Et la boutique, il y avait 2 personnes. 2 personnes. Donc, ça t'a pas fait déjà un vide ? Alors, oui, mais il y avait quand même la passion ou l'attractivité de la tech en disant, si j'ai une opportunité de bosser dans l'informatique, le côté collectif, effectivement, pouvait disparaître. J'avais rempli un peu de ma vie jusqu'à ce moment-là par ça. Et j'avoue que je voulais absolument bosser dans la tech. Tu voulais tellement la tech que ta passion du collectif, en tout cas, ton aisance du collectif. À un moment, tu es obligé de prendre, c'est même pas des raccourcis, mais tu es obligé de prendre les voies que t'impose la vie. Et moi, je te dis, j'ai dû écrire peut-être 100 lettres à toutes les sociétés. T'as pas lâché. J'ai jamais lâché. J'ai écrit à toutes les sociétés avec lesquelles je travaille maintenant, parce que drôle, 20 ans plus tard, il y a aussi des anecdotes. Et cette société m'a fait confiance. Pareil, le parcours de vie, parce que c'était un Afghan, en fait. Le patron, il était né à Kaboul. Il est venu en France vers l'âge de 10 ans, à travailler chez Thomson. Il a fait des études, travaillé chez Thomson pendant 20-25 ans. Enayat Azizian, elle s'appelait. Et je lui raconte mon parcours de vie. Il me dit, OK, je vais te laisser ta chance. Et j'ai monté des PC, j'ai monté des serveurs. J'ai vendu des pièces et des composants électroniques. J'ai bossé pendant 4 ans pour lui. Et le truc, c'est qu'on a monté un site web. J'ai développé un site web à l'époque en PHP, en disant, c'est dommage, tu irrigues que le 92, tu as quelques composants que tu vends à bon prix. Si tu les vendais déjà sur la France, tu gagnerais plus. On a monté le site web, on a doublé en 18 mois le chiffre d'affaires d'une boutique qui avait 15 ans d'existence. M'a proposé d'être associé. Je n'avais pas les capacités de monter à bord en termes d'investissement. Et puis, un jour, mon plus gros client de l'époque, qui était la Sonacotra, qui faisait appel à moi pour des missions très ponctuelles, en disant j'ai besoin de demain livrer un nouveau PC à Marseille et mettre en place un routeur ADSL. Tu avais 2 cas, soit tu faisais un appel d'offres parce que c'était une société à fond public, soit tu faisais appel à des prestations avec des TGM très bas. C'était mon cas, et tu pouvais m'appeler la veille au soir, je prenais l'avion le lendemain matin, je faisais la mission. Et un jour, le DSI de la Sonacotra me dit, mais Yannick, combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais? En fait, par tu où t'es t'entendais passé? bien avec lui? Ouais, en fait, client, mais t'avais j'avais le contact plutôt facile, j'avais plutôt... j'étais le techos qui pouvait faire plein de choses. Et il me dit, mais tu devrais quand même essayer d'entrer dans un groupe plus grand, tu devrais viser... je lui dis, il faut juste toi, à ce moment-là, oui, tu pensais même pas que c'était possible parce que en fait, tu sors de l'armée, tu as fait un peu les pompiers. Là, on t'a eu cette opportunité. Ouais, pendant 4 ans, ouais. T'es quand même. J'étais plus à ce point désireux de me dire. J'étais content de ce que j'avais puisque j'étais dans la tech. J'étais content. Je savais pas ensuite où est-ce que ça pouvait m'amener. Je projetais pas. Il y avait pas cette notion de dire il faut que je fasse tel type de job ou autre. Mais parce qu'avant, quand on parlait de la tech, c'est un peu comme maintenant avec l'IA, non? Il y avait pas cette émulsion et. C'était une période creuse. Rappelle-toi. C'était un peu avant l'an 2000. J'étais. Excuse-moi. Pardon. Merci de me rappeler. Mais c'était pour dire, il y a eu un moment creux. Adolescente, on va dire. Ouais, il y a eu un moment creux là-dedans, c'est-à-dire qu'il y avait pas le marché n'était pas saturé, mais il y avait plus cette innovation. L'an 2000 ensuite a reprovoqué de l'émulsion. Donc c'est un moment de creux, donc ça veut dire que les gens ne percevaient pas vraiment l'impact que la tech va avoir sur le monde des gens. Sur le monde des gens, que ce soit dans nos vies de tous les jours, le smartphone n'existait pas encore. Je pense que pour la plus grosse accélération que j'ai vue, en tout cas, le smartphone est certainement l'objet qui a introduit de la rapidité que l'ordinateur dans les interactions. Et donc vraiment, c'est là-dessus où, grâce à cet échange, j'ai eu un rendez-vous dans une ESN avec Jean-Pierre Lafont. Et je m'en souviens parce que j'ai passé 1 heure avec lui. Le même échange, un peu comme on peut l'avoir toi et moi. Au bout d'1 heure, il me dit, viens, on va voir la RH. Et au bout d'1 heure, en fait, la RH me dit, tu as rendez-vous avec 2 commerciales de la société. L'une qui avait en charge le compte BNP Paribas et l'autre qui avait en charge le compte Société Générale. Et le vrai sujet, c'est que j'avais rendez-vous le matin à la BNP
Et l'après-midi, la Société Générale, je n'ai jamais été à la Société Générale, puisque le matin même, je suis rentré dans le bureau du responsable de la production de la Banque de détail France, Clovis Renaud, que je remercie pour cette opportunité aussi. Et en rentrant dans son bureau, je vois un casque F1, c'est les casques des sapeurs-pompiers de Paris, un petit. Je lui dis, mais c'est pas vendu dans le commerce. J'ai dit, tu as de la famille? Il me dit, oui, j'ai mon neveu qui vient d'y rentrer, on parle là-dessus et tout ça. Et au bout d'une heure, vraiment d'échange le plus libre possible, la commerciale s'est impatientée en disant, est-ce qu'on peut parler de la mission? Clovis l'arrête tout de suite, non, c'est pas grave, il commence demain matin. Et à partir de là, je suis rentré en prestataire à la BNP. Et donc là, ça y est, là, c'est c'est ton étape, c'est l'étape un peu transformante de ta carrière et qui a été amorcée à ce moment-là. Parce que tu rentres vraiment dans l'IT. Oui, voilà, mais elles l'ont tout été, si tu regardes bien, en fait. Oui, pour être arrivé là, en fait, il aura fallu tout ce qui est arrivé avant. Ouais. Je crois vraiment, pour le coup. Et ça a pris combien de temps, pardon, en tout? Ça veut dire que je suis rentré, j'avais pas 30 ans. En termes d'expérience professionnelle, j'avais déjà accumulé j'avais déjà quasiment 8 ans d'expérience professionnelle, mais pas forcément dans l'IT. Oui, bien sûr. Mais j'avais déjà 8 ans à mon compteur. Et de là, BNP m'a pris en prestataire. Quelques temps après, BNP a décelé qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'avais bac-1, il faut resituer les choses. Oui, et donc du coup, voilà, c'est très intéressant que tu t'en parles. Donc tu resitues les choses. Donc voilà, tu leur fais comprendre que tu n'as pas eu ton bac. Ouais. Ils te la posent la question? Non, alors pour me faire venir en tant que prestataire, non. Je pense que l'expérience de vie suffisait, parce que le poste occupé à l'époque, c'était ce qu'on appelait des gestionnaires de production métier. Ça a donné naissance au monde des services delivery managers. C'était le monde de mettre du lien et de l'humain, avec une compréhension de la tech, entre le monde de la production informatique et le monde des développements informatiques. Et c'est ce job-là que j'ai occupé en 2003, quand j'y suis rentré. Et très rapidement, je me suis spécialisé dans le monde de la cryptographie, de la carte bancaire, puisque c'était quelque chose que j'arrivais à concevoir, puisque une carte bancaire, tu en as une dans ta poche, un paiement, un retrait. Mais pour toi, c'était concret. En fait. C'était concret. Donc ça s'incarnait dans la vie de tous les jours. Et surtout, ça avait une importance quand je me disais, mais le nombre de transactions qu'on voit croître tous les jours, la place de la carte bancaire en lieu et place de l'argent liquide ou du chéquier, commençait à rendre important cet objet, ce bout de plastique, dans notre vie de tous les jours. Et je vais donner un exemple, puisque je l'ai vécu pour expliquer aux premières équipes qui étaient les miennes, de dire à quel point notre job est important. Imaginez-vous un instant, il est 17h un samedi, vous êtes aux caisses avec vos enfants, votre famille, et votre carte bleue ne passe pas, alors que vous êtes totalement légitime à obtenir cette transaction. Posez-vous 2 secondes l'état d'esprit de cette personne, ce client ou de la caissière, face à cette situation. Et chaque minute est très longue. Et c'est là où j'ai commencé à traduire la notion de ce que j'avais vécu, de la capacité à gérer les crises, des urgences, que chaque instant compte et autres, transposé dans le monde de la production informatique et de la carte bancaire. Donc à la BNP. À la BNP. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Oui, parce que toi, à cette période, tu sentais que les personnes qui travaillaient avec toi, enfin, tu n'étais pas encore manager. Si. J'étais pas encore manager. Au départ, j'étais contributeur individuel, j'ai été team leader, mais c'était pas manager. Ouais, pas manager. Mais que donc, du coup, tes collègues, ils percevaient pas encore l'impact de leur métier, le sens de leur métier. C'est ça. Un ordinateur ou des logs ou autre, ou une application, c'est pas concret, sauf si tu donnes le sens de qui est l'utilisateur à l'autre bout de l'équation. Et donc toi, tout de suite, tu avais cette capacité-là. En tout cas, c'est là-dessus, en tout cas, que moi, ça me paraissait tellement éclairant. Et c'est comme ça même que j'ai commencé à sortir du lot. À l'époque, donc la grande responsable de la Banque de détail France, j'étais avec elle et une trentaine de collègues en séminaire d'intégration, entreprise et autres. Et là, son téléphone sonne. Là, pour le coup, ça devait être le patron de la production informatique de la banque à l'époque, qui explique qu'une grande enseigne française avait la totalité de ses caisses fermées en plein... Noël, un événement, un événement de cette nature-là. Catastrophe. Et à partir de là, m'a demandé, comme elle aurait pu le demander à d'autres, mais c'est tombé sur moi de gérer la crise. Et donc là, tu n'étais pas manager. J'étais pas manager. Et tu étais à la BNP depuis combien de temps? Ça devait faire 1 an que j'étais là et j'étais prestataire. Et de cette crise-là, je me suis intéressé encore plus particulièrement à cette filière et au sens que ça pouvait donner. Et fort de la résolution qu'on a mis en œuvre, on m'a confié une équipe de dire à 4, on allait gérer ce qu'on appelait les TGRGC, les très grands remettants en grand compte, en clair le top 100 des clients français qui faisaient de l'acquisition commerçante, en disant il leur faut une équipe qui soit
joignable, réactive, un peu côté, alors on employait les termes SWAT, RAID ou GIGN, tu choisis le corps d'armée que tu veux, et c'était vraiment ça, on devenait des ultra spécialistes de cette technologie pour être ultra réactif et gérer une qualité de production qui était due, en fait, tout simplement. Bah oui, et donc là, quand tu racontes cette anecdote où le commerçant, voilà, il a pas de moyen d'encaisser les dépenses de ses clients. Comment tu gères la situation ? Ça veut dire que voilà, on te dit voilà, tout a craché. En gros, c'est un peu ça. Si je comprends ça peut être ça, c'est dans nos pendant métiers, Noël. c'est ça. Et voilà, alors quoi ? Tu as monté une équipe, tu as monté une cellule de crise. Comment tu as fait ? Ça veut dire que qu'est-ce que tu as mis en place à ce moment-là ? Je pense qu'il y a l'équipe, mais c'était tout petit, on était 4. Hein. De toute façon, c'était facile. Il fallait qu'on soit capable de gérer 52 semaines d'astreinte par an. Mais donc ça veut dire quand il arrive ça, c'était quoi ? Toi, tu t'es penché sur identifier le problème, corriger et après manager les personnes. Il y avait la technologie. Déjà, il faut apprendre une technologie qui n'est pas forcément plus ultra répandue. C'est quand même un monde assez fermé. Donc, il y avait la technologie. J'ai été voir les gens des études. J'ai lu de la documentation. J'ai expérimenté. Oui, mais quand ça se passe, tu as le temps de faire tout ça ? Tu n'as pas le temps. Alors, tu gères l'urgence parce que le côté workaround, rétablissement du service, et là, tu t'appuies sur de la... Clairement, gestion de projet, coordination. Ouais, mais là, pour le coup, c'est de gestion de crise. Donc, c'est un côté très éphémère. Par contre, il y a le post-incident report. Et là, tu peux faire naître un programme d'amélioration en disant, selon la nature de ce que tu découvres comme lesson learned, tu dis, tu vas faire des préconisations. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un certain nombre de préconisations suite à ça. Mais ça, c'est après, c'est post-réglementation de crise. C'est-à-dire que tu l'as réglé, ta crise, et après, tu apprends de tes erreurs, tes erreurs, pas des tiennes, mais des erreurs qui ont été commises et pour pas que ça se reproduise. C'est ça. Et qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre pour éviter que ça survienne à nouveau et que si les causes qui font que ça survienne, comment tu t'évites l'impact côté client ? La mise en place des backups, la capacité de réaction, la capacité de débrayer certaines fonctions. C'est des systèmes extrêmement complexes qui intègrent de la cryptographie ou autre, mais qui en temps normal sont nécessaires et en cas de crise peuvent être délestés ou allégés. Et c'est ça, en fait, le sujet. C'est ta capacité à prendre des décisions pour dire qu'est-ce qui est le moins pire, qu'est-ce qui est plus intéressant, que des contrôles liés à la fraude, par exemple, soient activés alors qu'ils ont un coût à la transaction, ou de se dire le taux de fraude, il va augmenter d'1%, par contre, je vais rendre le service pour 99% des transactions. Ouais, ok, je vois. Donc toi, tu avais cette double casquette, c'est-à-dire non seulement tu réglais les problèmes, et après, tu essayais de les corriger. C'est ça. Si on synthétise un peu. On peut synthétiser comme ça. Et donc là, à la BNP, c'était un peu ça a été comme ça. Ça a été une aventure. Tu gérais les problèmes et tu les corrigeais après. Et je gérais le patrimoine qui allait avec et l'évolution technologique. Et on était dans les premières années de ce qu'on appelait la virtualisation. À l'époque, en 2003-2004, les serveurs étaient physiques. Ça veut dire que tu avais un operating system, une application, et tu avais une consommation pas forcément optimale des centres d'infrastructure. Et la virtualisation est arrivée à partir des années 2005, 2006 dans les grands systèmes, 2007 et 2008 dans les systèmes dits ouverts, de type Windows, Linux et autres. Et c'est par ce patrimoine-là que la banque a investi dans les technologies de virtualisation, des projets de transformation IT for IT, qui ont permis de densifier le système d'information, mais surtout de le rendre beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, et ce qui a permis de moderniser le système d'information. Et on a commencé avec ce patrimoine. Donc ça a été jusqu'en 2009. Et pour te parler de Noël, on a même terminé le dernier serveur fin 2009. Et puis, je vais aller voir à l'époque, c'était le CIO de la Banque de détail France. Je lui ai dit, écoute, on l'a fait pour une filière, voilà le résultat obtenu. En plus, c'était un projet en partenariat avec une autre banque et dont les résultats avaient été challengés, j'allais bien me dire. Et je lui dis, mais est-ce qu'on peut faire le reste ? L'étendre, ouais. Et en fait, il me dit, oui, on va faire la Banque de détail France. Donc à l'époque, ça représentait quand même 1200 serveurs, 65 000 collaborateurs. Et ça, tu as une équipe de combien de personnes ? Alors, l'équipe de Magnétique, on est passé de 4 personnes. Ensuite, j'étais en 2010, donc j'étais nommé service delivery exécutif. Donc là, pour le coup, et là, tu étais toujours prestataire ou non, j'étais internalisé. Et alors, ils ont compris ta valeur. Ouais, c'était un ils peu... se sont dit, ça y est, il faut qu'ils viennent avec nous. Ouais, et puis je pense que c'était réciproque. Moi, je voyais la valeur de l'entreprise, et vous voyez la mienne et celle de mon équipe. Et en fait, toute mon équipe a été internalisée parce qu'on était les 4 dans ce cas-là. On était 4 prestataires.
Et en fait, on a été embauchés, et à tel point les banques sont très précises, notre contrat a commencé le premier jour ouvré de l'année, le 2 janvier. Et en fait, on leur a dit, vous allez avoir un petit problème, parce que notre contrat de prestation termine le 31 décembre, le 1er janvier, vous n'avez personne. Je n'ai pas eu fini ma phrase, qu'on avait reçu un avenant pour dire, vous commencez le 1er janvier, c'est bien, c'est sécurisé. Et on a été embauchés. Et moi, pour être embauché, puisque je partais de ce bac-1, mes collègues étaient des gens qui avaient été des ingénieurs, en fait, ils étaient tous bac+5. La banque m'a imposé de faire une validation des acquis par l'expérience. Okay. Donc j'ai passé ce processus que je ne connaissais pas. Je pensais que j'avais un peu mis un deuil, un voile sur le côté études en me disant ça, j'aurais pas pu le faire et je devrais m'en débrouiller sans. Et en fait, il y a des passerelles qui existent et moi, je ne la connaissais pas. Et je me suis intéressé, j'ai passé 2 BTS. En technologie. Ouais, ingénieur, enfin, c'était technicien réseau et technicien système, comme je ne savais pas exactement de ce qui se cachait derrière. Et finalement, j'ai eu les 2. Donc, tu passes 3 modules avec des gens théoriques, et des professeurs et des chefs d'entreprise ou des gens du métier. Et puis ensuite, tu présentes ton dossier devant un jury en disant, voilà, une fois que tu as passé tes 3 modules, tu expliques le parcours, qu'est-ce que tu as fait pour prétendre à ça. Et oui, très naturellement, je l'ai eu quand j'ai expliqué mon parcours. Et très fier d'avoir ce diplôme, je suis retourné voir la RH de BNP Paribas, qui était désolé de ne pas pouvoir me présenter au départ un poste en interne. Et donc, il me dit, je voudrais sonder vos motivations. J'ai dit, j'ai passé ce diplôme pour vous. Et une heure après, ils m'ont proposé une offre et je suis rentré. Et donc là, tu es resté combien de temps BNP Paribas, en tout, je suis resté 17 ans et j'étais 14 ans salarié et 3 ans prestataire. Ah ouais, c'est ça. Et dans les 14 ans, du coup, c'est là-bas où tu as appris à... Enfin non, tu n'as pas appris, tu connaissais déjà. Ah non, j'ai appris. Tu as développé tes capacités de management. Management, j'ai été manager à partir de 2010, donc ça faisait déjà 7 ans que j'étais dans l'entreprise. Je suis rentré premier niveau de cadre et j'ai eu l'équipe donc en charge de la Banque de détail France sur la production informatique. Ça a été une super aventure parce que ce que j'ai pu amener en sens valeur liée au service client ou autre, j'étais sur des collègues extrêmement réceptifs, donc c'était pas quelque chose pour lequel j'avais à leur apprendre à le faire. Par contre, à le faire en commun, c'est-à-dire comment on est tous bons, quelle que soit la filière, quel que soit le client, quelle que soit la situation. On a vachement procéduré. Alors, l'entreprise vient évidemment avec une capacité énorme de transformation que tu te sers. Mais on y a mis notre empreinte dans ces métiers-là, des métiers qui perdurent aujourd'hui et qui ont du sens, puisqu'on voit maintenant en 2025, alors c'est devenu des customer success, puisqu'on prend ces termes. Il y a ces termes-là aussi dans la tech, voilà. CSM. C'est ça, exactement. Mais donc, j'ai fait ça à partir de 2010, manager. Au départ, les équipes posaient la question, je veux avoir une vingtaine de personnes. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. On a modernisé toute la Banque de détail France. On avait traité l'obsolescence, on avait traité la notion des plans de reprise, les plans de reprise suite que ce soit pour le traitement de l'obsolescence ou pour le traitement des incidents. Et j'ai fait ça jusqu'en 2013. Et une fois qu'en 2013... Donc à la fin, tu manageais... J'avais une trentaine. On était une trentaine à peu près. Okay. Il y avait les équipes de mise en œuvre et d'intégration applicative qui allaient utiliser les systèmes. Mais nous, le monde des SDM, c'était une trentaine de personnes. Et puis, mais le challenge étant fait, la transformation avait été opérée. J'avais eu des financements quand même assez importants, comme toutes les autres entités, pour permettre cette modernisation. On l'a faite plutôt vite. Et je suis allé voir l'entreprise en me disant, mais je fais quoi? Et là, il m'a offert 2 choix, le CTO de l'époque, en me disant, soit tu fais la même chose pour une autre banque de détail. À l'époque, il y avait BNP Paribas Fortis, dont on avait fait l'acquisition très récemment. Et quelques années auparavant, on avait acheté la BNL en Italie, la 4e banque italienne de l'époque, pareil, qui souhaitait une modernisation. Il me dit, ça, c'est les premiers choix, ou tu rejoins une entité groupe et tu fais la transformation IT, mais à l'échelle de l'entreprise dans sa totalité. Donc j'ai rejoint BP2I, qui était pour BNP Paribas Partners for Innovation, qui était une alliance avec IBM, qui était un géant de la tech depuis tout le temps. Et j'ai rejoint pour faire j'étais le directeur de la Transformation Unit. Et en fait, la caractéristique de cette fonction, c'était de mettre en œuvre des projets de transformation IT for IT qui s'autofinançaient par le gain qu'ils étaient capables de justifier. Donc ça c'est pas une mince affaire. Non, mais non, mais c'est vrai, mais même à l'ère de l'IA où on se demande est-ce que vraiment il y a un ROI derrière tout ce qu'on implémente avec l'IA, là clairement, concrètement, tu étais obligé de poursuivre des projets qui ramènent un vrai ROI. Et des ROI dans lesquels, en plus, de temps en temps, c'est pas forcément le payeur qui a le bénéfice. En clair, tu peux avoir des métiers comme
l'infrastructure, qui vont investir dans les technologies. Par contre, ce n'est pas eux qui vont enregistrer le gain. Ce sont les métiers qui consomment leurs services. Donc, reconnaître ensuite, tu vois, dans un milieu budgétaire assez important, que la dépense était à droite et que le gain était à gauche, lier ces deux conditions-là était quelque chose d'extrêmement compliqué. Par contre, j'avais été pareil, accompagné, formé pour dire, attends, on va t'aider à reconnaître des gains qui dépassent ton seul service. Ouais, donc là, après, tu es encore plus dans le concret. Ouais. Parce que fallait vraiment quelque chose qui serve. C'est ça. Et avec un Puis il y avait 5 projets dans mon portfolio. 3 avaient du concret dans le monde du physique. La virtualisation des serveurs, on disait x86 et Power. Le but concrètement, c'était moins de serveurs, moins de puissance, plus de capacité, puisque tu utilisais mieux les serveurs. Donc ça, il y avait même une fibre de responsabilité sociale et écologique en disant « Ah oui, effectivement, pour 2 fois moins de serveurs, je peux développer 2 fois plus d'informatique. » Ça devenait intéressant. Ça, c'était les 3 premiers projets. Il y avait l'optimisation des mainframes qui était tu n'en trouves pas beaucoup ce genre de technologie, c'est principalement les banques ou les gros centres de calcul. Il y avait la consolidation des baies de stockage. À l'époque, on parlait quand même de 50 pétas de stockage qui étaient répartis dans 200 baies. Alors, il faut savoir que les baies de stockage dans l'univers de l'informatique, c'est la partie la plus énergivore, puisque c'est des pièces mécaniques pour grande partie. Et tu n'avais pas le début de l'IA, des algorithmes? Il n'y avait pas encore, non. Il y avait. Alors les algorithmes, si, on commençait à avoir des notions d'algorithmes au niveau des baies qui faisaient que les baies devenaient de plus en plus efficientes en termes de consommation énergétique, les serveurs aussi. Ça reposait forcément sur de l'algorithmie, ça ne prononçait pas le mot de l'IA. On a commencé à voir apparaître la notion de machine learning dans certains des scénarios à partir de 2015, mais l'IA, non. Ce terme-là n'était pas utilisé à l'époque. Ok, et donc, bon, là, je vois que l'heure avance. Mais c'est... Et donc là, quand tu finis alors, cette expérience de BNP... Quand je fais une expérience 2020, donc après un programme cloud qui a été gigantesque de 2013 à 2020, on a intégré du cloud computing au sein de l'entreprise. Alors évidemment, dans un cadre réglementaire, avec des niveaux d'exigence ou autres. Et à ce moment-là, c'était nouveau? C'était nouveau pour une banque. Une banque, c'était plus difficile à entrevoir. Beaucoup d'annonces avaient été faites autour du cloud computing, des intentions et des intérêts pour ces technologies, que ce soit pour du débordement, que ce soit pour de l'innovation. Mais le cadre réglementaire pouvait devenir un frein. Par contre, on l'avait fait au sein de l'entreprise, au sein du système IT, qui faisait qu'on s'effaçait des contraintes de cloud public. On était sur du cloud privé à l'époque. On l'a rendu flexible pour devenir hybride dans les années 2018, mais avec toujours pareil, respect du cadre des contraintes. Par contre, à partir de 2020, toutes les banques, si je comparais avaient adopté ce genre de techno. Et donc là, suite à ça, tu as monté de très beaux projets, tu es resté 17 ans, et là, tu te dis que tu veux prendre l'air ou le Covid, en fait, c'est le Covid. En fait, impacté comme plein d'autres... Mais comme tout le monde. Et en fait, je me suis retrouvé en février 2020 avec ce Covid qui est en train d'arriver, le lockdown qui arrive au mois de mars. Et je me fais un peu cette rétrospective, alors pas que je sois nostalgique à ce point, mais je me dis, elles étaient géniales les 17 dernières années. Et c'est ce que les 17 prochaines, puisque c'était le nombre d'années qui me restait jusqu'à la retraite, est-ce que les 17 prochaines vont être aussi bien ? Et la réponse, je me suis dit, pas certain. Tout simplement parce que tu ne peux pas reproduire 2 fois des modèles de progression comme ça. De toute façon, il y avait aussi... tu as découvert plein de choses, tu as appris des choses. Et en plus, comme tu es autodidacte, le fait d'apprendre et ta curiosité que tu as pu développer, forcément, tu peux... En restant dans un même job, c'est plus compliqué. C'est ça. Et j'avais un skill que je n'avais pas. Je ne parlais pas du tout anglais. Alors, bien que j'ai eu des expériences à l'étranger, en fait, c'était quand même principalement des pays francophones. Le seul pays anglophone que j'avais dû faire, c'était le Nigeria. Et le peu que j'avais me suffisait pour l'essentiel, mais je ne parlais pas anglais. Et je me suis dit, je ferais bien une expérience quand même d'une boîte de tech anglo-saxonne, américaine. Et de là, en fait, j'ai regardé dans mon portefeuille de connaissances en me disant, mais quelle entreprise sur lequel travaillé déjà soit avec qui j'ai travaillé ou qui m'attire. Okay. Et puis je me suis mis plein de règles en me disant je voulais pas bosser pour un cloud service provider. J'adorais chacun des services des cloud service providers. Je connaissais des gens, mais je me dis si je m'enferme chez l'un d'entre eux, je vais perdre un peu ce côté transverse. Je voulais garder un système où je pense encore aujourd'hui que le cloud vient en complémentarité des systèmes on-prem. Donc une fois que j'avais toute cette équation, il n'y en avait pas beaucoup qui répondaient à tous ces critères d'exigence. Il y avait la notion aussi de trouver une entreprise un peu smart et tout ça. Il y avait VMware, en fait, qui est sorti du lot dans mon schéma de pensée.
Je connaissais le GM France de l'époque, qui était l'ancien patron du cloud de IBM, qui avait pris ses fonctions, Tony Siro. Et je lui ai envoyé un texto lui disant si je me mettais à aller regarder en dehors. Comment tu as eu son numéro de téléphone? On se connaissait parce que là, pour le coup, c'était des relations professionnelles. Et j'avais jamais souvent été sollicité et j'avais jamais répondu positivement à penser que j'allais quitter un jour l'entreprise. Je pense que je m'étais installé même intellectuellement, parce qu'en fait c'était une entreprise mais qui t'offrait tellement de capacités de changer d'année en année que je vivais une entreprise international et américain où tu peux évoluer, commencer à telle place et monter. C'est ça. Et en fait je lui dis ça, il m'a répondu j'en ai aucune idée, par contre on petit déj demain matin ensemble. Et on a petit déj du côté de Saint-Lazare. Après un petit déj, il m'a donné des contacts au sein de la société, il m'a dit toi, tu vois le côté client, tu vois le côté externe de la société. Peut-être qu'il faut d'abord que tu découvres l'intérieur. Donc, il m'a fait rencontrer 3 personnes pour avoir un horizon des différents postes qui pouvaient exister. Et puis, un mois plus tard, il m'a réécrit un texto en me disant « Écoute, j'ai un poste pour toi, je ne le publie pas si tu le veux. » Et il m'a décrit le poste, c'était en prendre en charge la responsabilité des équipes de conseil, d'advisory, d'avant-vente pour les grands comptes de la France. Il y en avait 10 dans le portefeuille, la moitié c'était les banques que je connaissais très bien, l'autre c'était d'industriels comme Airbus, Sanofi, ou Atos, Thales ou Capgemini. Et j'ai dit « Ouais, ça le fait parce que il y avait d'avoir des collaborateurs, pour le coup, francophones. Je ne voulais pas me mettre en difficulté, j'avoue, sur ce point-là. Je voulais continuer. Tu voulais les deux, ouais. Je voulais les deux. Les meilleurs des deux mondes, je et voulais développer tes skills en anglais. En anglais, exactement. Et donc, garder un peu le français. C'est ça. Garder le français vis-à-vis des clients et des contributeurs individuels. Par contre, moi, accepter l'idée que mon manager soit quelqu'un qui ne soit pas francophone, reporté côté US, UK, et ça a été génial parce que grâce à ça, alors j'ai du Netflix tous les jours, ça a été ma méthode. Duolingo, Netflix, ça, plus des réunions en anglais. C'est vraiment adapté, tu sais t'adapter au changement, en fait, je sais pas. Au début, quoi, même d'apprendre une langue, c'est pas facile. Non, mais alors, tu vois, cette barrière, c'est pour dire, là, pour le coup, je témoigne le fait que si j'ai su, je pense que je parle anglais, comme une vache espagnole, non, mais si tu te fais comprendre, c'est mais je me fais comprendre, je me sens à l'aise. Alors, je n'ai pas d'ego, là, par rapport à ce. J'ai rangé mon ego il y a très longtemps là-dessus, donc c'est pas grave. Mais j'ai su le faire. Et là, pour le coup, tu vois, ce qui était une faiblesse et un handicap, c'est devenu une force, parce que maintenant, en disant c'est fait, si j'ai pu affronter ça, franchement, le reste ne me fait pas peur. Et juste parce que là, je vois que le temps, il avance, mais je voulais que tu nous parles, ta dernière expérience actuelle, tu es chez Generix Group. Et tu m'avais parlé qu'on avait échangé de ton leitmotiv. Et je pense que ça serait intéressant qu'on détaille justement ce leitmotiv, et ça serait un peu la fin de ce podcast. On avait cette notion. Chez Generix, le but, c'est qu'on connecte nos clients, on connecte les entreprises, on gère des flux physiques autour de la supply, autour de la finance, puisqu'on est acteur de la réforme fiscale et de la mise en place de la réforme fiscale, notamment pour la France en septembre l'année prochaine, mais on commence dès cette année au 1er janvier avec la Belgique. Donc il y a la notion de connexion des flux physiques et des flux financiers. Et ça, c'est valable pour la technologie et c'est valable pour les humains. Et l'autre notion qui était Always On, le fait qu'on est tout le temps connecté. On est un acteur de SaaS, on n'est plus seulement un éditeur de logiciels. Et l'enjeu, c'était cette transformation de notre base installée, à dire oui, on est éditeur de logiciels, oui, on a une avance sur le marché, on est reconnu depuis une trentaine d'années. Par contre, devenir un acteur du SaaS, c'est un autre niveau d'exigence. C'est-à-dire que le client te confie non pas le choix de ta technologie, mais te confie ses flux. Ça veut dire te confie la disponibilité de ses services. Et il repose sur toi. Et donc, la notion de toujours connecter, ça s'applique évidemment à nos technologies et aux hommes et aux femmes qui sont derrière, parce que de toute façon, aujourd'hui, quelle que soit la pénétration de l'IA, quelle que soit la pénétration des technologies d'automatisation, de robotisation, il y aura quand même des gens, peut-être pas le même nombre, mais il y aura toujours des gens derrière pour administrer, entretenir, mettre en œuvre. Et eux aussi doivent être connectés à l'univers technologique qu'ils font, mais entre eux, parce que véritablement, c'est que ça. Toujours cette force du collectif aujourd'hui, qui est toujours là. Mais c'est vrai que c'est cardinal. On ne peut rien fonder, rien construire tout seul. En tout cas, ça c'est... je crois vraiment ça. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Okay. Donc écoute, merci beaucoup déjà pour ton temps. Et je voulais finir, comme on finit à chaque fois, par quelques questions. Comment tu évolues au quotidien ? Comment tu fais pour évoluer, pour apprendre toujours des nouvelles choses et stimuler cette curiosité que tu as ? Alors, apprendre des nouvelles choses, je ne sais pas si c'est un secret. Des fois, il est Netflix, inavouable. c'est ça ? Alors, pas tout à fait. TikTok. C'est TikTok. surprenant. En fait, moi, je suis père de 2 filles qui sont de cette génération.
Et au lieu de tomber dans quelque chose où je voulais pas apparaître ringard, en fait, je me suis intéressé à ça et j'ai trouvé que c'était un véhicule et un format qui me convenait très bien. Autant je ne suis pas du tout ni Facebook, ni Instagram et autres. Et en fait, j'ai plongé à la dernière génération des réseaux sociaux. Alors, on est bien pour ce qu'on pourrait appeler l'humour, un chat mignon, ce que tu veux. Et en fait, très rapidement, du contenu de créateurs est apparu extrêmement intéressant, des gens extrêmement avisés sur l'IA. En fait. Et en fait, j'apprends des autres. Et donc, tous les matins, tu parlais de routine. Oui, je suis blindé de morning routine. Et notamment, oui, je me tape 1 heure de réseaux sociaux. Alors, sur mes choix, qui sont les miens. L'algorithme est tellement bon. Et l'algorithme est tellement bon donc, du coup, il connaît. Et là, grâce à ça, tu apprends. Ah, mais tu vois, il n'y a pas un jour, moi, je pense à pas mal de créatrices en plus pour le coup sur l'intelligence artificielle. Je vois une émergence de femmes et avec des contenus extrêmement intéressants. Je pense à Ninon, voilà, je pensais à elle, qui tous les jours publie une vidéo qui te décrypte en 30 secondes, 45 secondes, quelque chose sur l'IA. Bah, tu rajoutes par le nombre de créateurs de contenu et quels que soient les pays aussi, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de frontières. Ouais, ce qui fait qu'en 1 heure, bah, tu as une tour d'horizon assez important des derniers changements, en plus des implications géopolitiques et autres. Et ça me permet de me forger mon avis. Après, évidemment, je le raccroche auprès de mes collègues les plus directs, de gens que je peux côtoyer dans des salons professionnels ou autres. Mais TikTok, pour le coup, si je vais chercher quelque chose en termes de source d'inspiration ou de créativité, ou de vitesse ou d'instantanéité, aujourd'hui, ces réseaux-là existent parce qu'ils publient une information de temps en temps sans filtre, donc il faut être toujours un peu critique ou méfiant, mais elle t'arrive avec une rapidité déconcertante, ce qui bypasse des régulateurs, ce qui bypasse des chaînes de presse locale. Et donc tu accèdes extrêmement vite à l'information. Et elle arrive en plus dans un format extrêmement court, extrêmement pédagogique. Nos métiers sont complexes et le plus dur, c'est de les rendre simples. Concret et rendre simple. Ouais. Oui, c'est sûr. Ce qui est plus dur, c'est de dire quelque chose de compliqué de manière simple. Et même d'expliquer quelque chose de compliqué à un enfant, c'est ça. Alors, l'autre question. Quelle habitude ou petit rituel, t'aide au quotidien à mieux traverser les changements ? Je sais pas, le fait d'être connecté à mes équipes. En fait, je m'aperçois que, tu vois, on disait... je refaisais l'analyse récemment de mon management system. Il y a 2 choses qui n'existent pas dans mon management system. Il n'y a pas de reporting. Je n'impose aucun reporting à mes collaborateurs ou collaboratrices. De temps en temps, je leur explique que pour mieux communiquer, il est sympa de formaliser, mais je ne leur donne pas des KPI à remplir ou tout ça. Et donc, ce n'est pas obligé de communiquer par écrit Non, absolument pas. Par contre, je leur impose le fait de dire à ce moment-là, vous allez m'accorder très fréquemment du temps, pas beaucoup, et je fais des réunions soit de 25 minutes quand c'est des one-to-one, soit de 50 minutes des réunions d'équipe. Et je me fais force aujourd'hui de rencontrer l'intégralité de mes équipes tous les mois, quels que soient les sujets. Tu en as beaucoup, tu m'avais dit 250. Ouais, on a 250 collaborateurs désormais. Ouais, donc ça rigole pas. Ça rigole pas. Et le mot de la fin, si tu devais résumer ton rapport aux transformations humaines et artificielles en un mot, lequel choisirais-tu ? Il y en a plein, mais de manière honnête, l'humilité. Parce qu'en fait, en disant, même si l'heure qu'on vient de passer... je me fais un peu le porte-parole des équipes avec qui j'ai travaillé, des managers qui m'ont fait confiance, des circonstances de la vie qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Faut vachement rester humble, je pense, parce que je pense qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Je pense qu'on voit quand même qu'on est dans un monde compliqué. Et de se dire, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de constant. Plutôt rester humble. Je préférais garder ça maintenant pour la suite. C'est un très beau mot de la fin. Donc, merci encore, Yannick. Merci à toi. C'était un plaisir.